Pourquoi est-ce qu'on s'en va voir ce gars-là? C'est que, je te fais un historique très très court. Si on regarde ce qui s'est passé en 1947, c'est loin, tu vas dire, là, mais c'est là que ça a tout commencé, que ça a tout pété partout à gauche puis à droite, puis les Américains ont mis sur pied des commissions d'enquête. Mais des vrais, là, avec des officiels, puis ainsi de suite, et c'était dirigé notamment par l'armée de l'air américaine. Et là, à un moment donné, en 69, ils ont décidé de tout arrêter ça. Ils ont dit, ah bon, ben, c'est correct, là, on a une bonne idée de ce qui se passe, puis on arrête de s'en occuper. Là. Tout le monde est resté surpris. Ils se sont dit, ben c'est quoi? Ils ont dit, on ne sait pas, mais c'est pas rien. On arrête de s'en occuper. Ça, c'est en 69. C'était le projet Blue Book. Et là, pendant 30 ans, on était sur l'impression qu'il se passait absolument rien, que tout était arrêté. Mais c'est pas vrai, parce que pendant ce temps-là, ça continuait, parce que les médias couvraient tout ce qui se passait, puis on voyait bien qu'il y avait encore des observations partout, puis et ainsi de suite. Mais les militaires parlaient pas. Puis c'était d'eux autres qu'on attendait une réponse. Et là, en 99, il y a le docteur Peter Sturrock de l'Université Stanford, qui a réuni à peu près une quinzaine de scientifiques à Pocantico, aux États-Unis, à New York, qui venaient de partout à travers le monde. Lui, il a tout repris les études qui ont été faites, puis il est arrivé avec une conclusion tout autre. Il a dit non, c'est sérieux cette affaire-là, il faut continuer. On ne peut pas arrêter ça de même. Alors, il y a eu une réaction immédiate à ça. En 2000, les Français ont fait exactement la même chose. Il y a eu plusieurs scientifiques, mais surtout des anciens militaires, des brigadiers, des généraux, des colonels, des gens assez haut placés, qui se sont réunis, ont remis un rapport au président de la République qu'on a appelé le rapport Cometa. Et ça a eu un certain impact parce que là, les militaires se sont dit, shit, ils sont en train de parler, ils sont en train de sortir du stock, il s'est passé quelque chose, là, on s'est fait avoir, là, en 69. Ça, c'est en 2000. En 2001, la première rencontre avec la presse à Washington s'est faite quand des militaires, des ex-militaires sont sortis du placard, puis ils ont commencé à parler, puis ainsi de suite. Il y a des rapports qui sont sortis partout. Oups, là, ça a commencé à bouger. Mais pas assez pour que le gouvernement se réveille, si on peut dire. Et la dernière grosse rencontre qui a eu lieu comme ça, c'est en 2010, donc c'est en septembre, c'est il y a quelques semaines, où là, il y a sur les 150 qui étaient disponibles, mais je veux dire, c'est quand même un espace réduit, il y a eu une rencontre avec 12 de ces anciens militaires-là qui sont rendus sur place, des gars qui opéraient dans les bases nucléaires et ainsi de suite, et qui sont venus raconter tout ce qui s'était passé. Moi, ça m'a frappé dans le sens que je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le vent est en train de tourner parce que ces gens-là sont quand même sous le sceau du secret, puis ils parlent pareil. Fait qu'il se passe quelque chose. C'est comme si on les laissait faire. Tu sais, dans les années 50, c'était être défendu, c'était passible de prison, puis passible de milliers de dollars d'amende, et ainsi de suite. Mais là, on dirait qu'ils les laissent aller. Et ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, la raison pour laquelle on va voir ce gars-là, Marc-André, c'est pas compliqué, c'est parce que lui, lui aussi, c'est un ex-militaire, mais canadien, qui a travaillé dans des bases de l'OTAN, notamment à Lahr, en Allemagne, où il était opérateur radar. C'est le témoin rêvé. C'est ceux-là qu'on veut entendre, parce que c'est sûr que des Joe Blow qui voient des UFO et des ovnis, il y en a à tonnes. Mais on dirait que les gens se disent, ouais, mais tu sais, il est pas... c'est pas un officiel, c'est pas un vrai. Mais là, on s'en va en voir un vrai. Excellent. Okay. Bon, c'est parti. Alors, on est avec Steve, électrotechnicien de métier, qui a été militaire au cours des dernières années, des dernières décennies, et ainsi de suite. Et à un moment donné, Steve, vous étiez stationné en Allemagne. À titre, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Je sais que vous voulez pas donner plus de détails qu'il faut, là, mais vous faisiez quoi exactement ou à peu près? J'étais technicien en défense antiaérienne pour un régiment là-bas. Et puis, nous avions des exercices Starfighter qui se produisaient assez fréquemment dans le courant de l'année. C'est des exercices qui nous tenaient en alerte, autant pour une pratique éventuelle dans le cas d'une vraie guerre ou pour la pratique, finalement. Et puis, ce qui est arrivé à un bon moment donné, moi, j'étais opérateur radar sur les systèmes Skyguard qu'on avait au sol pour vérifier les avions. Et puis, durant la manœuvre militaire, j'ai été appelé à aller travailler sur un radar, la station qui est sur la base de l'Or, la station même où sont les radars. Ça, c'était en Allemagne, ça? Oui. Et puis, c'est ça, dans la tour du radar, j'étais pas dans la salle de contrôle, j'étais dans la salle où il y avait les PPI, les fameux écrans qu'appellent les Plan Position Indicator. Et puis, ça, c'est des écrans qui sont tous dans une chambre noire, fait qu'on passait tout notre temps dans la chambre noire. J'allais là simplement pour
remplacer des coéquipiers pour une coupe d'heure. Et puis, c'est ça. Mais en gros, là, juste pour que, parce que c'est un jargon militaire, là, mais vous étiez donc en plein exercice, vous avez appelé ça Starfighter. C'est un exercice, finalement, où on simule une guerre. Puis vous, votre job, c'était de vous trouver dans une salle de contrôle avec des écrans radars. Pas des radars civils qui font juste capter des avions civils, mais des radars militaires. Plus performants, c'est ça? Oui, les radars militaires vont acquérir tous les signaux qui sont volants et pratiquement jusqu'au sol. Et puis, c'est sûr que ça a plus d'avantages qu'un radar civil. On va voir les avions qui sont non identifiés, les avions qui se déplacent dans un but aérien ou militaire, c'est ça. C'est qu'il faut détecter tout ce qui passe comme éventualité de menace ou pas, là. Et puis, moi, durant l'opération, on m'avait donné brièvement le mode d'utilisation parce que j'étais habitué seulement au système de radar d'acquisition qu'il y avait sur le Skyguard. Ça fait que dans l'espèce de sous-sol de la tour de contrôle, où il y avait toutes ces équipes de surveillance radar-là, moi, j'avais eu une formation rapide sur les écrans et puis j'avais commencé à me familiariser avec les écrans. On vérifiait les échelles, comment traquer puis acquérir les avions qui se déplacent, tout ce qui est en mouvement dans le ciel finalement. Et puis on avait une espèce de boule qui fait penser à une souris d'ordinateur, sauf qu'elle était inversée, puis c'est comme une grosse boule de billard jaune. On virait ça, puis ça nous donnait une mire sur l'écran radar, où ce qu'on voyait un avion se déplacer tranquillement, on allait cliquer dessus, puis on obtenait une réponse d'identification. Probablement que vous appelez ça le VOR. Là. Et puis c'est ça, à un moment donné, il arrivait, c'était comme des petits triangles, puis lorsqu'on avait l'identification, on avait Je veux dire que sur l'écran, là, il apparaissait des petits triangles il n'y avait pas d'affaire là? Ah, les triangles, c'était des avions, ça. Okay. Lorsqu'ils étaient reconnus, il y avait un point au centre, puis il y avait une pré-identification à côté. Nous autres, on avait juste cliqué dessus pour confirmer le tout, là, parce qu'il y avait beaucoup, étant donné qu'on était en manœuvre militaire, en exercice, il y avait beaucoup de vols militaires qui avaient réservé l'air pour l'espace aérien, pour les manœuvres. Pas grand avion civil. Et puis, tout d'un coup, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que j'ai vu un triangle, puis j'étais pas capable d'obtenir une réponse là, lorsque je demandais une acquisition pour une réponse. Fait que j'ai fait venir mon supérieur, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait avec l'appareil, si c'était une défectuosité ou quoi, j'étais pas familier avec ça. Et puis, c'est ça, il m'a dit que c'était un RUFO, l'expression militaire, là, il appelle ça un Red Light UFO. Excusez. Et puis, il en est venu quelques-uns comme ça. C'était vers le nord-ouest, nord-est de l'Allemagne. Et puis, il était assez proche de notre zone, mais on m'avait dit de pas en faire cas plus que ça. Là, puis, mais qu'est-ce qui faisait que... Parce qu'on sait que sur des radars, il peut y avoir des glitches, il peut y avoir des fantômes, on appelle ça de même, là, des fantômes, des anges même, angels, des parasites, des shadows, il y a toutes sortes d'expressions qu'ils utilisent là, pour dire que c'est pas une vraie image. Qu'est-ce qui vous disait qu'à ce moment-là, c'était un objet solide? Avec le système de filtrage que l'armée utilisait là-bas et puis le terrain, on n'a aucune montagne dans l'environnement de l'art. Là. On a comme un ciel parfait qui peut être surveillé. Et puis, il m'était fait confirmer que c'était vraiment pas du parasite. Là. Et puis, on pouvait voir que ça se déplaçait, mais ça se déplaçait vraiment pas dans une trajectoire logique comme un avion qui avait vraiment un itinéraire à suivre. Là. Et puis, soudainement, on voyait que il fallait vraiment changer le zoom sur notre écran radar, partir de peut-être bien 50 000, puis aller en tranche de 100 000 pour être capable de voir l'objet se déplacer, parce que ça allait tellement vite qu'on le perdait, puis bien des fois, ça disparaissait complètement. Là. Alors, c'est un objet solide qui se déplaçait à une vitesse, puis dans des manœuvres qu'il n'y a pas un avion que vous connaissez? Non, c'est impossible. J'ai jamais rien vu là, d'aussi vite que ça. Là. Mais ça, là, est-ce que vous en avez parlé aux journaux? En avez-vous parlé? Pourquoi? On n'avait pas le droit, parce que nous autres, dans l'armée, on signe selon les grades qu'on obtient, selon où on est exposé à l'information, on obtient le secret, les codes secrets à respecter. Fait que, mettons, là, on dit ça, je dis ça de même, là. Cette affaire-là, se serait posée sa piste d'atterrissage, là, puis il serait débarqué, faire des babayes, là. Vous n'auriez pas eu le droit de reparler plus? Non, puis ça n'aurait pas été nous autres non plus qui auraient été sur le terrain pour aller prendre action, pour s'approcher de l'appareil. Ça aurait été d'autres personnes qualifiées au niveau de la sécurité puis de l'intelligence. Fait que là, vous êtes pas vieux, là, vous avez pas 75 ans, là. Fait que ça s'est pas passé, on parle pas des années 50, 60, là. Ça s'est passé vers les années 92. Et aujourd'hui, vous en parlez, mais on utilise le pseudonyme Steve. On dit pas où est-ce qu'on est, on peut pas le dire, on peut rien dire. Pourquoi?
Ben, c'est parce que je suis encore bénéficiaire retraité des Forces armées canadiennes, puis je voudrais pas avoir de représailles pour ça. Là. Jusque-là, des représailles? Ah, certainement. Fait que ça veut dire que si on multiplie le nombre de militaires qui sont à la retraite, puis ceux qui sont encore actifs versus des incidents comme ça, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y en a eu beaucoup? Ceux qui ont été affectés pour travailler dans les tours radars, c'est certain que ça a devenu assez journalier pour eux autres. Là. Même peut-être l'avenir, même pas en prendre considération à cause de l'imposition de la sécurité, le code de sécurité qu'ils ont. Alors moi, quand j'ai demandé au ministre de la Défense à l'époque si le phénomène OVNI était conscient de ça, puis si ça arrivait, puis si ses opérateurs envoyaient, puis qu'il m'a dit non, il m'a menti en pleine face. Ben c'est sûr qu'au niveau militaire, ils n'iront jamais admettre ces choses-là, parce qu'écoutez, prenez juste lorsqu'on est proche des bases militaires ou des services d'aviation, bien des fois, on va voir les avions sortir, on va penser que c'est juste des sorties routinières. Bien des fois, c'est parce qu'ils vont voir de quoi qui est sur le radar, qui approche possiblement trop proche où ce que le monde reste, ou des points d'intérêt, que ça peut être nucléaire ou n'importe quelle autre source d'énergie radiante. Ils vont envoyer, on dirait par routine, un vol accompagné pour faire une patrouille. Pour eux autres, ça demeure un exercice, mais ils n'iront pas dire que c'est spécialement pour aller vérifier ce qui se passe. Et vous, ce que vous avez vu, on va terminer là-dessus, là, ce que vous avez vu à l'heure sur votre écran et que votre supérieur a confirmé comme un RUFO, vous répéterez le mot si je me trompe, c'est définitivement pas quelque chose, c'est pas un phénomène naturel, c'est pas un parasite, c'est pas rien de ça. Non, certainement pas, parce qu'on l'a vu à quelques occasions. Puis ça se déplaçait assez vite. Merci, Steve. Jamais... Oh, excuse. Okay. Jamais, durant le temps que tu as fait ça, jamais on a réussi à s'approcher des appareils comme ça dans les airs, ou en tout cas prendre des photos ou identifier qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air ou quelque chose comme ça. Là. Je sais que dans le passé militaire, au niveau canadien, je ne suis pas certain, mais au niveau américain, il y a eu certaines poursuites qui ont été faites, mais ça a tout été camouflé certainement. Là. Je suis ça souvent, j'ai un grand intérêt pour ça, et puis c'est sûr que les militaires ont tout le temps eu intérêt à cacher puis à bien dissimuler leurs preuves. Là. Toi, à ta connaissance, tu sais pas de quoi ça peut avoir l'air, là, ce qu'on a vu, ce que tu as vu sur tes radars. Non, parce qu'on peut pas voir non plus l'envergure. Là. Okay. Étant donné qu'on n'est pas capable d'avoir l'identification sur la réponse du radar, ça ne nous donne pas d'identification, on n'est pas capable de le lire, mais on sait qu'il est présent et il se déplace très vite. Là. Okay. C'est assez rapide. Et en termes de fréquence d'apparition comme ça sur le radar, ça peut être quoi, genre? Ben moi, durant mon exercice, j'ai été là 48 heures, je l'ai vu à peu près 3-4 fois. En 48 heures? Oui. Mais là, j'étais en relève aussi, là, j'étais pas sur le radar constamment 48 heures. Là. Puis les patrons t'ont dit, oh, ça arrive souvent, faites-en pas avec ça? Oui. Okay. Puis nous autres, ben, c'est sûr que c'est la loi du silence, hein. On signe pour avoir une cote de sécurité. OK. Puis de raconter ça, as-tu peur de passer pour quelqu'un d'illuminé ou quelque chose comme ça? Ou... Non, je pense que c'est le temps que le monde sorte de leur coquille, là. Il y a des choses spéciales qui se passent autour de nous, puis on ferme souvent les yeux. Là, puis, ce serait le temps qu'on évolue. On n'est pas tout seul dans la galaxie, c'est certain. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup.